Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom and Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est content de vous retrouver cette semaine pour un petit épisode sur la formation dans l'investissement. Ouais. C'est surtout qu'on est bien en retard parce qu'il est actuellement 22h01 quand on enregistre cet épisode, sachant qu'on vient de le relancer parce qu'on a eu un problème de son. Donc malheureusement il y a des semaines qui sont plus longues que d'autres, vu que vous en avez parlé dans le dernier épisode. On avait des travaux à faire dans nos bureaux et l'an dernier à la même période on était également en train de faire des travaux dans 3 apparts qu'on était en train de rafraîchir et déjà l'an dernier pendant les travaux j'étais tombé malade et ça nous avait bien embêté et retardé. Et la rebelote cette année, il y a une bonne grippe qui se balade, elle est arrivée dans la salle de sport où on s'entraîne. Forcément moi ça fait 10 ans je pense que j'avais pas eu la grippe, du coup je l'ai ramassée et je pense que ça fait longtemps que j'avais pas fait genre 5 jours de suite avec de la fièvre et malgré ça on a quand même été faire les travaux. Du coup, j'ai eu des petits moments de solitude extrême où, avec la fièvre, j'étais en train de fixer des radiateurs, donc tu sais, de pas se tromper entre brancher le fil rouge sur le fil rouge. À tout moment, soit je prenais une châtaigne, soit je faisais péter les plombs. Chacun s'occupe comme il peut. Moi, j'ai ramené ma sœur mercredi. Et Manon, tu n'écoutes pas ça, mais merci du coup, parce que j'ai bien rigolé en faisant la peinture. Et ouais, finesse, quelle semaine. Quelle semaine. Mais là, on touche au but, donc content. Tout à fait. Surtout hâte de pas y retourner. Surtout que ça nous fera un beau avant-après sur Instagram, parce que c'est toujours pareil quand vous lancez comme ça dans des travaux. Alors, c'est pas vraiment de la rénovation, c'est plus qu'on a redivisé, plus on a rafraîchi les couleurs, etc. Au début, on essaie de se dire ouais, vas-y, on va peindre le minimum pour pas perdre de temps. Et au final, plus vous peignez, plus vous vous rendez compte qu'il y a l'autre partie que vous aviez pas prévu de peindre, qui a besoin d'un coup de peinture. Au final, vous finissez par tout repeindre. Donc c'est mieux, mais vous y passez trop plus de temps. Mais tu vois, maintenant, ce que je trouve obvious, parce que pour ceux qui nous suivent sur Insta, vous les avez un petit peu vus, c'est cette espèce de lino jaune. Ouais. Il me sort par les yeux. Vu que maintenant, enfin, la vibe avant, c'était la DA, c'était orange, jaune clair, jaune foncé, tu vois. Et les murs plutôt blancs. Et là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout mis en blanc. Juste une touche de marron. C'est simple, c'est les encadrements de porte qui sont en bois. On les a repeints sur un espèce de marron bois assez foncé. Ouais. Couleur pink, quoi, en gros. Et du coup, vraiment, ce lino, en fait, je sais pas, l'ancien proprio, je pense qu'il avait pris celui qui était en promo, parce qu'on a quand même remarqué que sur ce local, genre, il comptait la dépense, en fait, dès qu'il fallait, tout était du rafistolage, genre. Ah oui. Et puis tout était monté à l'envers. Entre temps, j'ai dû, je me suis improvisé plombier également. J'ai réparé une fuite où visiblement, je ne sais pas comment, le joint avait été mal serré. Donc, quand on ouvrait l'eau, ça fuyait. Il y a une autre évier qui était bouchée. Ouais. Alors maintenant, ça pareil, je suis équipé. Ça coûte 60 balles sur Amazon. Je me souviens plus du nom, mais ça ressemble à une sorte de gros pistolet d'air manuel. Et tous les plombiers ont ça, et ça vous évite de devoir faire déplacer un plombier, de payer 150 € l'intervention. Donc on s'improvise même plombier maintenant. J'ai quitté son job pour faire des reconversions dans le BTP. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, ça a quand même un côté satisfaisant, parce que tu vois, plus le temps passe, plus en vrai, au tout début, quand on s'est lancé là-dedans, on n'était pas très bricoleur, et plus ça avance, plus on arrive à faire des choses. Je me dis, à cette vitesse, dans 5 ans, on retape une maison tout seul. Bonsoir, non. Tiens, en parlant de reconversion et surtout de job salarié, vu qu'on entend encore parler alors que ça fait belle lurette qu'on est parti, boom anecdote cette semaine. Ah oui, celle-là on vous l'a gardée.
Ah ouais, le crédit agricole m'a fait un beau pied de nez cette semaine pour rester poli. J'ai sauté en l'air. En plus avec la fièvre, je faisais relire les mails à Marie parce que j'avais peur de leur lyncher des dingueries. Parce que justement, en plus, je vous ai parlé il y a 2 minutes que quand on faisait des travaux il y a 1 an, j'avais été malade. Et du coup, peut-être mon seul arrêt maladie en 5 ans, c'était il y a 1 an quand j'avais été très malade et que j'avais été obligé de vraiment rester à la maison pour me reposer. Ouais, je crois que je t'ai jamais vu aussi malade que l'année dernière. Vraiment, c'était vraiment un état de fatigue. Complètement. Je t'avais jamais vu comme ça. Et du coup, bienvenue dans ce génial pays où, en plus, c'est bon, ça fait un rebond sur l'épisode de la semaine dernière. Où tu sais, une fois qu'on enregistre l'épisode, on le publie, je me dis, est-ce qu'on n'a peut-être pas été trop dur sur le système français, etc. Il y a toujours un peu une petite remise en question qui vient. Franchement, 48 heures après, j'avais ma réponse, plus 1 euro pour ce système. Parce que justement, du coup, il y a 1 an, du coup, je cotisais déjà et j'étais en plus salarié. Je vais voir mon médecin, seule fois en 5 ans que j'ai besoin d'un arrêt maladie, j'ai besoin de 10 jours pour me reposer parce que vraiment je suis malade que j'en peux plus. Il me donne 3 jours, il fait revenez me voir dans 3 jours. Du coup, 3 jours après, ça va toujours pas mieux, je retourne le voir, il est pas là, c'est sa remplaçante qui me reçoit. Je lui précise bien que c'est une prolongation d'arrêt maladie. Et je pense, je sais pas, c'était fin de journée, elle doit être fatiguée. Moi, étant donné que j'avais de la fièvre, j'ai sans doute pas été vigilant. Quand elle m'a prolongé l'arrêt maladie, en fait, elle s'est trompée. Plutôt que me le prolonger à partir du samedi, sachant que je ne travaille pas le samedi, mais encore une fois, une incongruité administrative, elle me prolonge à partir du lundi. Tout passe nickel, je prends le papier, je l'envoie à mon employeur, elle l'envoie à la MSA, j'en entends plus parler, jusqu'à cette semaine où je devais recevoir mon solde de tout compte vendredi où j'attendais un virement de quasiment 6 000 euros. Et 3 jours avant, j'ai un mec que je n'ai jamais vu du Crédit Agricole qui bosse même pas dans ma caisse régionale, mais c'est une autre caisse régionale vu que la paye c'est sous-traité, qui me dit qu'en fait je vais pas être remboursé pour cet arrêt maladie qui date d'1 an parce qu'en fait les dates sont pas bonnes. Parce que du coup la médecin elle a prolongé à partir du lundi, pas à partir du samedi. Du coup ça me fait péter mon revenu sur cette période-là qui date d'il y a 1 an et que du coup ça me sera déduit de mon solde de tout compte. Il y a plein de trucs qui vont pas dans cette histoire. Bon, déjà Valérie a fait n'importe quoi. Mais c'est surtout que le mec de la paye a pas dit qu'il y avait une erreur de date. Donc en fait, je ne comprends pas que 3 jours avant de te donner le solde de tout compte, on te parle d'un truc qui remonte à il y a 1 an. Et en plus, toi qui n'as rien fait dans cette histoire-là, t'es amputé de 1000 balles parce que en fait 3 personnes se sont trompées, quoi. Ouais, bon. Et du coup, c'est passé par le chef après, je crois, de service, non? En gros, pour bien expliquer les 3 erreurs, c'est que d'abord vous avez le médecin qui s'est tout simplement trompé. Alors bon, c'était le médecin remplaçant, etc. Ça peut arriver. Il y a surtout mon employeur qui, on a un logiciel où on envoie nos arrêts maladie le jour même pour, eux, il y a une copie. Donc, s'ils l'ont regardé, ils ont fait leur boulot, ils ont vu que la date était pas bonne et c'est eux déjà qui auraient dû me le dire à ce moment-là. Parce qu'en fait, s'il y a 1 an, on m'avait dit, ouais, en fait, tu seras pas remboursé parce que la date est pas bonne, je serais retourné le voir le médecin tout de suite, en fait. J'aurais pas attendu 1 an de plus être dans la boîte, de pas encore avoir reçu mon solde de tout compte pour le traiter. Et troisièmement, il y a la MSA dont je dépends pour la partie maladie, qui s'est trompé aussi parce que je ne vois pas comment ils ont mis 1 an pour traiter un papier. Enfin, on revient dans l'administration. En fait, tu reviens dans un pays où tu payes 60% d'impôts et ils mettent 1 an à se rendre compte que ta date est pas bonne sur ton seul arrêt maladie en 5 ans et que du coup tu seras pas remboursé. Genre vraiment, cette histoire me fait péter les plombs. Mais ça arrive à tout le monde, c'est ça le pire, tu vois. En plus, il y a vraiment de la mauvaise foi parce que sur ton solde de tout compte, il y a marqué, en moins, il y a marqué autre élément de paye, en gros une retenue sur paye. Ouais, mais parce qu'ils savent qu'ils sont marrants. Alors que nous, c'est pas comme ça que c'est mis normalement. Il y avait rien qui allait. Non, mais le bras de fer n'est pas fini. Nous vous tiendrons au courant sur la semaine prochaine. Oui, parce que du coup, là, ils ont fait le virement, ils m'ont amputé. Moi, j'ai été voir le médecin, ils m'ont corrigé le papier que du coup, on va envoyer à la MSA, mais pourquoi on vous en parle? C'est pas pour chouiner sur notre allée administrative, c'est qu'en fait, ça fait un super rebond sur l'épisode de la semaine dernière où en fait on vous disait de pas dépendre de ce système, quoi, parce qu'en fait, si vous aviez votre si vous aviez votre propre système privé d'assurance, etc., en fait, soit vous auriez pas des règles aussi bêtes que on doit vous prolonger un arrêt maladie un jour où vous travaillez pas pour être indemnisé, ou alors si jamais il y avait une erreur de date, ce qui peut arriver, à ce moment-là, ce serait corrigé tout de suite, quoi. Tonton Donald a pris son investiture cette semaine. Franchement, je pense que pour l'instant il déçoit pas.
et Je sais pas. il met un énorme J'ai l'impression que tout le monde chouine parce que du coup, il bah a en fait pris plein de mesures du coup qui étaient prévues à l'avance. Honnêtement, enfin, on découvre rien, tu vois. bah en fait pour le coup, tu vois, il y a souvent le problème avec les politiques, c'est que tu sais, quand ils se font élire, ils font 1 milliard de promesses, et puis quand ils arrivent au pouvoir, ils sont là en mode, ah, mais vous savez, en fait, c'est pas tout à fait pareil, on peut pas le faire, etc. Bah lui, pour le coup, avec la centaine de décrets qu'il a pris cette semaine. J'allais dire, lui, il y a un truc particulier là, c'est il a tous les pouvoirs, je crois, parce qu'il Alors non, c'est juste qu'effectivement, il a les deux chambres voilà, c'est ça. qui sont républicaines, plus la Cour suprême qui a également une majorité républicaine, enfin de juges plutôt plutôt conservateurs. Mais c'est surtout qu'en fait, il a pris plein de décrets. Donc déjà, il a en une semaine, il a fait plein de choses. Il a pas dormi en fait. Non, mais il a déjà pris pas mal de règles sur la politique migratoire ou sur l'économie dont il avait parlé, donc notamment sur les droits de douane, sur le fait de détaxer les énergies, la création d'énergie, y compris les énergies carbonées. Il a gracié les mecs qui avaient été attaqué le Capitole. Il a gracié le mec de Skill Road. Skill Road, même pour moi c'est vieux. Enfin, même pour nous, c'est vieux. C'était une marketplace sur le dark web, mais un truc qui est en 2010-2011, tu vois. Et du coup, le mec, il avait été arrêté parce que, forcément, il était à la tête de ça. Il s'appelait Ross Silbridge. Et sauf que c'était devenu un peu les régies du parti libertarien américain. Et Trump avait dit au parti libertarien, vous soutenez ma candidature, je ferai libérer ce mec-là. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Alors, bien ou pas, je t'avoue que c'est pas trop la question, parce que je vois, c'est que vraiment le mec a dit je le ferai, et il l'a fait la première semaine. Et ça, je trouve que ça fait un bien fou à la démocratie, parce que je veux dire, nous en Europe, on a une centaine d'exemples de mecs qui sont arrivés au pouvoir ces 20 dernières années qui n'ont absolument rien fait de ce qu'ils avaient promis. Et là, t'as un mec élu, et hop, en une semaine, alors ça veut pas dire que les États-Unis ont changé de direction ou c'est plus le même pays ni rien, mais en fait, il fait des choses, quoi. C'est ça. Après, ça leur ressemble un petit peu aussi, tu vois. Genre, je trouve les Américains ils sont toujours à fond, tu vois. Alors, non, je suis désolé, genre quand tu regardes quand Biden a été élu, il a rien fait. Non mais bon voilà, tu me sors le gâteux. Non mais tu regardes Obama pareil, Obama il a mis 2 mandats, le grand truc d'Obama c'est l'Obamacare, il a pris 2 mandats pour le faire, tu vois. Ou alors si il a fait il a fait les printemps arabes, il a fait la guerre en Syrie, ouais. Il a ce bilan-là, tu vois, mais non, sinon, là, pour le coup, il y a peut-être un dossier, en plus, il y a 2 dossiers internationaux. Il y a Gaza, où il avait dit que dès qu'il serait élu, en 24 heures, ce serait la paix. Il y a eu un cessez-le-feu. Ah. Alors, est-ce que c'est 100% lui ou pas, ça, on le sait pas. Il reste l'Ukraine, maintenant. Bon, après, c'était sûr qu'en 24 heures, ça serait pas réglé, mais... Et là, c'est Macron qui est là. Ouin, s'il vous plaît. Ouais, enfin bon. Les cryptos, du coup, voilà, c'était ça le sujet après. Qu'est-ce que ça donne sur les cryptos? Parce que moi, je m'attendais à un truc de zinzin, et en fait, non. Alors, faut savoir que Marie, heureusement, c'est pas elle qui gère notre portefeuille crypto, parce que elle est encore à la recherche de la personne qui a la boule de cristal, c'est-à-dire que tous les jours, elle me dit, et tu crois le bull run, ça finit quand? Tu penses qu'il va aller jusqu'à combien? Et je suis là, vraiment, genre, mon plan, c'est de m'adapter, tu vois, donc je suis absolument pas dans des questions d'essayer de faire des prédictions. Et c'est vrai que pour le coup, moi aussi, un peu comme toi, je pensais qu'il allait en fait, je m'attendais à de la volatilité, ce qu'on a un peu eu cette semaine, c'est un peu tangué, alors pas non plus de fou. Là, pour l'instant, je pense que les gens qui sont dans la crypto, ils sont plutôt dans l'attente des décrets, parce qu'ils doivent nommer des gens, ils doivent prendre des mesures, ils doivent déréglementer ou réglementer au contraire en fonction de ce qu'ils veulent faire. Pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose, mais bon, moi je m'attendais à rien dans la première semaine, et quand même déçu. Moi, le seul truc pour lequel je suis déçu, c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, le Trump Coin. Franchement, c'est vrai que ça. Sachant qu'ils ont sorti le Melania Coin, et qu'en plus on ne sait même pas si c'est. Melania comme ça. Femme. Ouais, je te jure. Ils l'ont sorti. Je crois qu'ils l'ont sorti le lendemain de quand on a publié l'épisode. Ouais, c'était très drôle. Et bon, bref, encore un autre scam, et ça c'est dommage. Mais bon, écoute, s'il y en a qui sont assez bêtes que pour mettre leur argent dedans. Grand bien leur face. Non, mais c'est un peu la loi du marché aussi. En lien aussi avec les cryptos. Ah oui, c'est l'Europe ou c'est la France? Non, c'est la France. Alors, faut être précis, c'est le Sénat qui, dans sa grande bienveillance, parce qu'on vous dit que le Sénat est de droite en France, a décidé d'augmenter une énième augmentation d'impôts, vu que visiblement ces gens ne respirent que pour augmenter les impôts. Tu sais, c'est vraiment, c'est Jean Santerre dans Robin des Bois, doubler les taxes, tripler les taxes, tu vois, c'est... Eh ben en fait, ils ont décidé de modifier l'impôt sur la fortune immobilière qui deviendrait l'impôt sur la fortune improductive, pour en plus que taxer l'immobilier, ils vont taxer les cryptos. Sachant que
le nom est assez, le nom du coup de l'impôt, je le trouve tellement condescendant. Mais genre, en fait, déjà, là, je suis en train de chercher la moyenne d'âge du Sénat, tu vois. En 2023, il passe juste en dessous des 60 ans, donc des gigaboomers. Ouais. Et le nom, c'est quoi déjà? C'est l'impôt sur la fortune improductive. Non mais tu sais que c'est drôle parce qu'en plus quand j'ai préparé l'épisode et que j'ai préparé cette boom anecdote, je comptais même pas spécialement parler du fait que c'était des giga boomers, mais c'est vrai que t'as raison parce qu'en fait moi j'allais surtout dire que ces gens étaient complètement déconnectés et qu'en plus ils votaient des impôts sur des choses qu'ils ne connaissent pas, parce qu'en fait si tu veux, alors si du moment un mec a un patrimoine en crypto, genre si vous voulez, autant l'impôt sur la fortune immobilière ça peut se défendre en mode c'est vous prenez votre patrimoine au 1er janvier et vous êtes taxé en fonction de sa valeur au 1er janvier. Un patrimoine immobilier ça varie pas beaucoup. Franchement, en crypto, tu peux faire x90 entre le 1er janvier et le 30 juin et rediviser par 80 entre le 1er juillet et le 31/12. Donc je suis là en mode, bah déjà, ils comptent taxer qui? Ensuite, les derniers mecs qui ont encore des cryptos en France et qui étaient en train de se dire, ouais, on part pas tout de suite aux États-Unis. Bah là, pour le coup, ils sont vraiment partis parce que d'un côté, t'as tonton Donald, si tu veux, il déréglemente, il exonère et il dit, venez aux États-Unis, on va faire des trucs de fou en crypto. De l'autre côté, t'as l'Europe qui te met des réglementations qui ne servent à... En fait, sous couvert d'essayer de protéger le consommateur, en fait, ils restreignent juste la création de valeur et en plus, ils viennent surtaxer cette industrie-là, sachant qu'on a déjà pas beaucoup de boîtes dedans et que les rares mecs qui investissent dedans, qui font des fonds et qui pourraient être à l'initiative d'entreprise, parce qu'on va pas se mentir, un mec qui aujourd'hui gagne peut-être on va dire cet impôt-là qui vient viser les mecs qui ont gagné vraiment des millions en crypto, c'est ces mecs-là qui ont gagné des millions en crypto qui vont créer des boîtes en crypto si tu veux. En fait ces mecs-là ils vont juste partir parce qu'en fait s'ils sont millionnaires en crypto il y a vraiment rien qui les attache à la France quoi. Ça c'est une question que je voulais te poser. Du coup en plus ça serait pas un avantage pour la France de réinjecter des sous genre dans la consommation? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre si, mais le fait que les gens consomment. Ok, ça devient de l'argent de la crypto, soit, mais du coup, ça veut dire que les gens ont un peu plus de pouvoir d'achat. Bon, les gens, je parle de ceux qui ont de la crypto, mais du coup, c'est bon pour l'économie, en fait, que de l'argent soit injecté et consommé. Tu vois, dépenser, acheter des choses ou... Mais on en revient souvent à... J'ai l'impression qu'on a souvent cette conversation dans le podcast, mais c'est que du coup, tu pars du principe que ces gens-là seraient logiques. Mais s'ils seraient logiques, avant même de parler de crypto-monnaie, etc., ils auraient même pas mis l'impôt sur la fortune immobilière, parce que ces gens-là pensent que l'immobilier, c'est improductif. Alors que dans n'importe quelle économie développée, l'immobilier, en général, c'est 30% du PIB. Et qu'en même temps, ils te mettent des normes pour te forcer à rénover tes logements. Ce qui est pas non plus complètement débile sur le principe, c'est la mise en application qui l'est en l'occurrence, mais le concept de faire en sorte que tu vas injecter de l'argent dans ton patrimoine immobilier national pour l'améliorer, ça a du sens, tu crées de la valeur en fait. Tu améliores des choses qui en soi à la fin de ton année fiscale tes logements qui sont améliorés ils ont pris de la valeur, donc ça crée du PIB pour le pays. Donc tu peux pas d'un côté dire ok on va améliorer notre parc immobilier parce que tu reconnais que c'est une part importante de ton PIB, de l'autre côté le taxer en disant ah mais non c'est de l'impôt, c'est de la fortune improductive, ça rapporte rien à l'État, alors du coup on le taxe. Ouais. Donc à partir de là, tu t'attends à quoi en crypto alors que justement ces gens-là qui ont une moyenne d'âge de 60 ans, à mon avis, ils pipent rien. Faut le dire, je pense que ils sont encore là. Alors le Bitcoin qui appartient à, tu l'as pas vu ça ou pas, qui appartient à Elon Musk en fait sur une chaîne de télé, je crois que c'était BFM. Il y a un gars qui faisait un reportage sur les States, etc. et qui disait que c'était un ami d'Elon Musk qui avait lancé qui avait inventé le Bitcoin. Non mais c'est faux. Ah, j'allais dire, ouais. Mais non, mais on en a parlé dans ce podcast. C'est en gros, on sait pas exactement qui a inventé le Bitcoin. C'est Satoshi Nakamoto. C'est un mec qui faisait des pizzas ou je ne sais quoi. Non, ça c'est un mec qui est célèbre parce que c'est une des premières transactions qu'il y a eu à Bitcoin. En plus, on a fait un épisode dessus. Oui, punaise, mais ça remonte à trop loin. Non, mais sérieusement quoi, genre elle avait aidé à concevoir cet épisode, elle l'a complètement oublié quoi. Je t'invite à réécouter notre épisode du coup pour bien voir que en fait c'est absolument pas un ami d'Elon Musk en fait, genre c'est quelqu'un où physiquement on n'est pas sûr de son identité, tu vois, on sait pas si c'est un groupe de personnes, une personne. Et du coup ce neuneu sur cette chaîne de télé a quand même dit du coup c'est Trump en gros est pro Bitcoin parce que c'est un ami d'Elon Musk qui l'a inventé, tu vois. Et t'es là en mode ah ouais. Donc voilà. Si peut-être dernier point qui peut rassurer un peu tout le monde,
cette augmentation d'impôts qui était du coup à l'origine de cette boom anecdote, elle est votée que par le Sénat, et étant donné qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, il y a peu de chances qu'elle arrive. Ouais, j'allais dire, de toute façon, est-ce que on vote des trucs depuis 6 mois, tu vois. Non, on vote rien, donc, mais voilà, fois. en tout cas, on voit que ceux qui espèrent encore un changement de cap économique en France, là, pour l'instant, faut s'accrocher. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est un des thèmes qui est revenu le plus en DM avec la succession. Pourquoi? Je ne sais pas. La succession, c'est toujours un truc un peu obscur. Je n'ai jamais trop compris qu'on nous le demandait à chaque fois. Ça a été fait, il y a quoi? 6 épisodes, je pense, un truc comme ça. La succession? Ouais. Non, plus récemment que ça, 4 épisodes, je pense. Bon, bref. Récemment, en tout cas. Et là, du coup, se former. Ça, c'est vraiment la grande question qui revient à chaque fois. Comment se former? Souvent, c'est quel livre vous avez lu, etc. Du coup, on va tout vous dire aujourd'hui. On va révéler le secret. En fait, il y a un livre. Ouais. Mais il est en fait il y a un vieux barbu sur une montagne qui le détient. Oh, il est revenu. Et en fait il y a une quête pour aller le voir. Non, on plaisante. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est souvent des questions qui reviennent, que ce soit d'auditeurs ou même parfois je vois les gens de nos entourages, de notre famille, les amis qui s'intéressent un peu plus à l'investissement. Souvent ils demandent de la data. Alors c'est bien parce que c'est vrai que avant d'investir, la première chose c'est se former, mais c'est vrai que nous du coup ça paraît évident, ou des fois, ou même nous je veux dire, pour notre cas personnel, on l'a abordé depuis tellement longtemps que c'est vrai que nous, ça nous paraît superflu aujourd'hui. Et je pense qu'au contraire que quand tu commences, en fait, c'est vrai que c'est important d'avoir un peu des références à aller voir. C'est surtout qu'on a du recul dessus, en fait, sur les choses utiles et celles pas très utiles. Donc ça vous permet d'avoir quelques pistes de réflexion. Exactement. Commençons par les livres, Julien Doucet. Vas-y, conseille-moi un livre. Père riche, père pauvre. Moi, c'est un des rares que j'ai lu et qui m'a profondément marqué. Après, j'étais en master 1, je crois. Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Tu m'as dit, ouais, lis ce livre-là. Du coup, j'ai lu, j'ai fait, oh my god. À l'époque, je prévoyais déjà de l'exploiter quand on aurait fini de travailler, mais ça faut pas lui dire, c'est dans le plan, dans le plan originel. Et en fait, il explique pas grand-chose de théorique, mais c'est beaucoup de mindset. Et je pense pour cliquer, c'était vraiment bien fait de penser différemment du Boomer Dream en soi, même s'il l'explique pas tout à fait comme ça. Enfin, il est assez vieux aussi, le livre, je crois. Il doit dater des années 2000, je pense, ou si ce n'est avant. Je t'avoue que la date de publication, je ne la connais pas. C'est vrai que honnêtement, c'est une ref en termes de mindset dans l'immobilier, père riche, père pauvre, et je dirais même de mindset sur l'argent, même avant l'immobilier, parce que c'est vrai qu'il parle beaucoup d'immobilier vu que c'est... Oui, mais c'est infaisable de la manière dont il l'a fait lui, tu vois. En fait, c'est pas ça du coup qu'il faut retenir, c'est surtout, comme tu dis, le mindset. Exactement, vraiment le mindset. Après, oui, il y a plein de différences. Lui, il était, quand il a commencé à faire ça faisait dans les années 80, il est aux États-Unis, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui collent pas quand vous êtes en 2025 en France, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même un livre qui est intéressant sur ce point-là, surtout que même s'il est assez répétitif, c'est-à-dire que peut-être pour moi le défaut qu'on peut trouver à ce livre, c'est que si tu comprends l'idée au chapitre 1, en fait t'as l'impression qu'il te répète la même chose à chaque chapitre, quoi. Ouais. Ce qui fait que moi par exemple quand je l'ai lu, il m'a pas spécialement mis de claque parce qu'en fait j'avais déjà vu des vidéos, des influenceurs de l'époque, des formateurs, etc. en parler de l'investissement, de la manière de voir l'argent, etc. Donc c'est vrai que ce livre, je l'ai trouvé très intéressant et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, mais c'est vrai que je l'ai trouvé assez répétitif et qui m'a pas spécialement mis une claque. Alors donne-nous celui qui t'a mis une claque, Julie. Alors, il n'y a pas vraiment de livre qui m'a mis une claque, mais peut-être celui que j'ai préféré, ça a été la suite de Père riche, père pauvre, qui s'appelle Les Cadrans du cash flow, donc du même auteur, Robert Kiyosaki. Je crois qu'on en a déjà parlé sur ce podcast. Je pense, ouais. Il y a un petit moment. Et moi, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que par contre, à l'époque où justement j'étais étudiant et j'avais du mal à un peu voir comment je voulais générer mon patrimoine, il vous aide en fait à vous identifier dans plusieurs cadrans. Et il divise en fait tout simplement vos activités en 4 grands cadrans, c'est-à-dire vous allez être soit salarié, donc en fait vous vendez votre temps contre de l'argent, soit vous êtes travailleur autonome, donc en France, on appelle ça profession libérale. C'est quasiment la même chose, sauf que officiellement, vous n'avez pas de patron. Officieusement, c'est vos clients, vos patrons. Donc, ça revient à peu près au même. Vous échangez votre temps contre l'argent. Enfin, en tout cas, vous êtes à la tête de votre propre business, sauf que votre business n'est pas automatisable. C'est-à-dire que typiquement, vous êtes avocat. En fait, vous pouvez pas prendre un salarié, lui faire vos trucs d'avocat et vous partir en Malaisie, quoi. Alors,
il y a peut-être des cabinets d'avocats où on peut imaginer avoir quelque chose qui s'en rapproche, mais c'est vrai que dans le principe, vous pouvez pas avoir la liberté financière quand vous êtes travailleur autonome. Donc il reste que deux catégories qui vont être assez simples. C'est vous avez les investisseurs d'un côté et les entrepreneurs de l'autre. Les entrepreneurs, c'est plutôt ceux qui ont plein d'idées et qui aiment vraiment manager du monde, avoir des boîtes, etc. Et les investisseurs, c'est plutôt ceux qui ont la logique de savoir où placer leur argent, tirer du rendement et dupliquer. Aussi simplement que ça. Et je me suis rendu compte du coup à cette époque-là que je me reconnaissais beaucoup plus dans le cadran de l'investisseur que dans les autres. Donc, le livre parle aussi de comment tu deviens, par exemple, investisseur, que tu peux pas te dire, bon, mais vas-y, du jour au lendemain, je deviens investisseur, tu vois. Parce que, au début, tu as quand même besoin d'un revenu. Donc, il explique, par exemple, comment, pendant un moment donné, être salarié et investisseur en même temps, ce que finalement on a fait pendant 5 ans, 6 ans quand même. Et il y a une autre partie où il va par exemple expliquer comment on peut passer de travailleur autonome, c'est-à-dire d'avoir son propre business. Je sais pas moi, tu lances une société de nettoyage de voitures, au début t'es tout seul et puis après t'embauches des salariés et tu deviens à la fin chef d'entreprise. Donc vraiment ce livre-là, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant et faudrait que je me le relise d'ailleurs parce que je pense que ça fait au moins 6 ans que je l'ai lu. Je ne sais pas du tout qui l'a. Du coup, parce qu'on a passé ces livres-là à des gens de notre entourage, on sait plus où ils sont passés. Je te charge de l'enquête pour retrouver ce livre. Et vraiment, ouais, pour moi, ça a été assez une révélation. Enfin, en tout cas, un livre qui a vraiment été très formateur, je trouve, dans avoir une vision. Parce que je pense que c'est le plus compliqué quand on se lance dans l'investissement, c'est voir où on va. Parce que commencer, alors oui, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent avant de commencer. Mais une fois qu'on commence, il y a vite en fait, je vais où? Je fais quoi? C'est quoi le plan? C'est quoi la temporalité, tu vois? Et ce livre m'a vachement aidé à justement me dire que voilà, à l'époque quand j'en avais 21, 22 ans, quand on aurait 27, 28 ans, on aurait quitté nos emplois salariés, on aurait suffisamment de patrimoine pour vraiment être vivre de nos investissements, donc être investisseur, et que peut-être à ce moment-là, on se lancerait dans des activités à notre compte comme sur des business, etc. Enfin, ce livre m'avait vraiment aidé à visualiser ça dans le temps. On pourrait vous en citer d'autres, je pense, des livres. En soi, regardez sur Amazon. Moi, là, je viens de regarder la catégorie investissement. Alors, ils sont tous bien. Le truc, c'est qu'il y a quand même une limite aux livres, je trouve. J'ai l'impression que tout le monde en attend beaucoup de choses. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on tourne un petit peu en rond. Pour moi, ça peut aider au niveau du mindset, mais aucun livre ne vous dira comment faire réellement de l'immobilier, c'est-à-dire par où est-ce qu'on commence, tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, etc. Donc pour moi, c'est la limite au livre. D'ailleurs, moi, j'en ai pas lu énormément. Moi, si je peux en citer 3 autres, alors il y en a un que j'ai lu, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Celui-là, il est intéressant, je trouve, dans un but d'organisation. Alors, en fait, ce livre, faut vraiment le voir en 2 temps. Il y a le côté de ce que le mec vous dit dans le livre, la manière dont il organise. Il a exploité des gens en Inde ou je sais pas. Oui, c'est ça. En fait, c'est un ricain, donc en fait, il paye moins cher. En gros, il fait comment on appelle ça, j'ai plus le nom. Tu sais, quand tu prends des salariés dans un autre pays où ils sont payés moins cher pour Bon, bref, j'ai plus le mot qui me revient. Mais du coup, effectivement, il sous-traite toutes ces activités à des Indiens qui payent une misère. Donc pareil, à mon niveau, le livre, il doit être écrit dans les années 80, 90, quelque chose comme ça. Donc ça, vous pouvez pas le faire. Mais par contre, il explique un peu comment il voit sa journée, comment il voit la rentabilité de son temps, comment il voit la loi de Pareto des 80-20. Ça, c'est pas mal de points qu'il aborde dans ce livre. Et je trouve que quand vous êtes à la recherche de faire beaucoup de choses dans une journée et que tout match, ce qui a été notre cas pendant longtemps, ce qui est encore notre cas aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette vision-là. Il y en a après 2 autres que je n'ai pas lus, mais qui m'ont été vivement recommandés. Il y a Savoir se faire des amis. Oui, j'étais en train... J'ai plus l'auteur. C'est Carnegie, je crois, Carnegie. David Carnegie. Et celui-là, il est, contrairement à ce qu'on pense, parce que le titre, on a l'impression que c'est vraiment pour la personne qui a pas d'amis. En fait, savoir se faire des amis, c'est plutôt pour apprendre la négociation, apprendre. Il est bien. Comment faire du réseau. Donc celui-là, effectivement, si c'est une de vos lacunes, je vous encourage à aller le lire. Et après, il y a L'autoroute du millionnaire, assez classique. Lui, j'ai jamais lu en vrai. Alors moi non plus, celui-là, je l'ai pas lu. J'ai vu des résumés sur YouTube.
pareil, c'est un livre de mindset. Si vraiment, il vaut le détour en tout cas, mais c'est vrai que moi, quand j'ai mis le nez sur ce titre-là, je pense que ça faisait déjà un an qu'on investissait. J'ai pas jugé utile d'aller le voir. Par contre, des livres que j'ai lus, que j'ai bien aimés, c'est souvent un peu les livres. Alors, c'est pas des best-sellers, hein, c'est souvent des livres que vous trouvez gratuitement sur Internet, mais il y a pas mal d'investisseurs immobiliers qui étaient formateurs, qui avaient lancé leurs propres livres, et je les ai lus. Et c'est vrai que j'ai bien aimé parce que souvent ils racontent comment ils ont commencé l'immobilier avec des anecdotes, donc ça aide toujours à se donner un peu de perspective. Il y a le livre de Cédric Anissette, il y a celui d'Olivier Seban, et j'avais lu aussi celui de Christopher Wangen, le premier. Alors je serais incapable de vous redonner les titres, donc c'est pas des livres qui m'ont marqué tant que ça, mais j'ai bien aimé, en tout cas, surtout quand on se lance au début, qu'on a envie que ça aille vite, de voir comment ils ont... Voilà, partage d'expérience. Du coup, on part du livre, pas des Gen Z pour rien. Quelque chose qui peut être utile aussi, c'est utiliser la merveilleuse invention qui est Internet. Du coup, je pense que c'est vraiment un atout de notre génération, c'est que toute l'information est quand même dispo assez facilement. Tu vois, il y a pas à payer, etc. Vous pouvez tout trouver. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu. Il suffit de le trouver et de le chercher. Alors ça demande d'en écouter pas mal ou d'en regarder pas mal, mais en soi, il y a beaucoup de choses à apprendre sur YouTube et par les podcasts. Ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Tu vois, ça c'était un truc. Ouais, alors après sur les réseaux sociaux, c'est des fois il faut savoir trier quand même, tu vois. Faut savoir trier, mais si tu veux, les réseaux sociaux, ça a remplacé les blogs. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand il y a 10 ans encore, il y avait pas mal de sujets où tu trouvais des blogs. Par exemple, il y avait un blog sur l'investissement qui était très célèbre, c'était devenir rentier, je crois. Je sais même pas si ça existe encore. Je sais que j'étais tombé dessus parce que à l'époque où je cherchais, on doit être en 2016, 2017, je cherchais un peu de data sur Internet. Instagram, tu trouves quasiment rien sur les sujets de l'immobilier et compagnie, parce que c'est encore les débuts d'Instagram. À l'époque, t'as surtout des gens qui mettent des photos de chats et des photos de paysages. Et t'avais encore des blogs. Alors bon, maintenant les blogs vous pouvez complètement oublier ça, j'espère que ça n'existe plus, mais sinon c'est tout simplement si vous allez sur des réseaux comme Instagram, comme TikTok, comme Threads, je pense, peut-être LinkedIn, certainement LinkedIn, vous devez trouver des comptes qui valent le détour et qui doivent être intéressants à ce sujet. C'est surtout que je pense qu'il y a à boire et à manger dedans. Et en fait, il faut en consommer beaucoup pour essayer de se faire une opinion. Tu vois, il y en a, ils ont des points de vue. Ça veut pas dire qu'ils ont la vérité absolue ou quoi. Ou il y a des par exemple, souvent, et ça m'hallucine. Quand je vois des montages sur Instagram, souvent il y a pas la nuance, tu vois. Genre, ils proposent des montages fiscaux. Oui. Et du coup, je suis là, oui, mais alors ça dépend dans quel cas, tu vois. Et ça, en fait, vous pouvez pas le savoir si vous l'avez pas revu ailleurs. En fait, qui remettent faut quand même remettre toujours en question ce que vous voyez, mais c'est ça qui fait l'apprentissage. Et le jour où on vous l'explique correctement, vous allez 2 fois mieux situer la manière dont ça fonctionne, en fait. T'as raison, ça peut être un peu la limite, c'est des fois les limites à la vulgarisation. Par exemple, tu te souviens, une fois, je sais plus si c'était toi qui me l'avais montré ou si c'était moi qui te l'avais montré. C'est un compte d'expert comptable, je crois. Non, pas du tout, c'était justement un compte d'investisseur. Je pense que le mec n'avait pas jamais fait de cours de fiscalité, il avait fait justement comment on appelle ça, la distribution de SARL. Non, il avait fait un versus entre SAS et SARL, où en gros t'avais, je sais pas moi, SARL tu payais moins d'impôts, SAS tu payais plus d'impôts, et sauf qu'en fait il expliquait pas, et qu'en fait c'est au cas par cas. Sinon si vous voulez, s'il y avait une des deux où on payait vraiment moins d'impôts, tout le monde ferait celle-là. Tu vois, non, en fait ça dépend de ton cas, ça dépend comment tu utilises et comment tu répartis entre rémunération, dividendes. Oui, à qui ça s'adresse tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc pour revenir là-dessus sur les comptes sur les réseaux sociaux, c'est vrai que tout le monde, certains se prétendent experts, le sont pas forcément, et ça se voit. De toute façon, dès que vous acquérez, dès que vous acquérez... Tu vas y arriver. Je sais plus comment dire. Il est 22h30. Quand vous acquérissez, pardon. C'est ça que je veux dire? Ouais. Ok. De l'expérience, de la connaissance, vous allez vite voir qui est bon et qui l'est pas. Oui. Je trouve qu'après, c'est obvious, en fait. Quand tu sais pas un truc, forcément, tu sais pas qui est expert, qui l'est pas, mais dès que tu commences à piger un peu le truc, t'es là, lui... C'est ça. Après, bien évidemment, il y a les podcasts, mais bon, si vous nous écoutez, je suppose que... Vous savez tout sur tout. Voilà. Non, mais que vous avez déjà plein de podcasts et que là-dedans, on peut pas forcément vous apporter grand-chose sur de la data. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez écouté tous nos épisodes. Et sinon, il y a YouTube, hein. On va pas se mentir. Moi, YouTube, c'est
depuis une dizaine d'années, Ouais. ça sert à tout, hein, pour que ce soit une recette de cuisine, que vous soyez en train de bricoler votre appartement et que vous essayez de savoir comment on fait tel ou tel travaux, ou par exemple à l'époque où j'avais une moto, j'avais besoin de changer mon pot d'échappement, j'avais trouvé un tuto sur YouTube. On trouve vraiment tout sur YouTube, donc y compris de l'investissement et de l'immobilier. Il y a pas mal de chaînes YouTube. C'est parfois, je trouve, compliqué de vous en proposer parce que le souci, c'est que plus le temps passe, plus nous, nos références qu'on avait sur YouTube font autre chose en termes de contenu, et je pense que ça s'adressera pas spécialement à vous. Par exemple, moi, une des dernières références que je suis depuis, j'ai commencé à investir sur YouTube, c'est Yann Darwin. Et aujourd'hui, il fait des épisodes qui sont de moins en moins, enfin, je trouve que ça s'adresse plus du tout. C'est plus vlogging, en fait, ou lifestyle, non, plutôt que... Non, c'est pas ça le souci, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à suivre Yann Darwin, il t'apprenait à investir, il t'apprenait comment lui avait fait, etc. Là, aujourd'hui, il apprend plus, il t'amène... Des gens, non, il t'amène de la vision sur ce qu'il fait aujourd'hui et de l'inspiration dans de l'investissement, ou alors il va vraiment faire des points marchés sur de la crypto, sur la bourse de manière très avancée. Et pour moi, ça s'adresse pas du tout à des débutants. En tout cas, c'est dans l'optique de apprendre. C'est pas sur ce genre de vidéo que t'apprendras le plus. Oui. On a quand même cité 2-3 fois des petites rêves que tu regardes, notamment pour la crypto, la bourse. Il y a Cédric Froment. Ouais, Cédric Froment. Après, c'est vrai que si on parle de la crypto, ça, je crois que j'en ai parlé il y a pas si longtemps. Il y a Asher, franchement, la chaîne YouTube d'Asher, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous trouverez. Les vidéos d'il y a genre 5 ou 6 ans, elles sont excellentes, où vraiment il explique tout. Et... Puis même, il les remet toujours. Peut-être Asher, c'est un des seuls qui ne renouvelle pas tant son contenu, et c'est bien parce que ça s'adresse, justement. Monde, ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, moi, par exemple, Asher, je vais plus regarder ses vidéos un peu d'actu que quand il sort une vidéo vraiment sur une nouveauté, parce que, où il ressort une vidéo qu'il avait déjà sorti il y a pas mal d'années. Donc non, ça reste quand même une référence. Après, c'est vrai que par exemple dans l'immobilier, des nouvelles chaînes YouTube qui font des tutos intéressants, etc. On peut peut-être juste recommander peut-être Timothée Moirou qui était passé sur le podcast. Ah ouais, lui fait des vidéos qui sont intéressantes et il refait un peu ces vidéos que nous on avait appréciées quand on avait commencé l'investissement, qui sont un peu pas à pas, où on donne des chiffres sur des opérations, ça permet de se projeter, de savoir un peu comment t'investis, comment la banque te prête, ton effet de levier, expliquer un peu ces notions-là. Timothée, je trouve qu'il est très pédagogue dans la manière D'ailleurs, allez voir son compte Insta, parce que là aussi, je trouve que c'est souvent très bien fait, ses posts, etc. Bon, là, il y a pas mal de contenu podcast, mais remonter un petit peu, il y a plein de choses où il explique l'effet de levier, etc. C'est vraiment pas mal. Ce que j'ai noté également, c'est les cercles investisseurs, le réseau, en fait, l'expérience des autres, tout simplement. Et ça, c'est vrai que c'est toujours bon un conseil à prendre chez quelqu'un, même si ça s'applique pas toujours à vous dans le cas précis. C'est vrai que c'est très enrichissant et surtout ça vous permet un petit peu de situer, de maîtriser le risque. Donc, je sais pas si t'as un avis dessus. Si, effectivement, ça c'est quelque chose que nous on n'avait pas quand on a commencé. On était seul au monde. Parce que alors faut pas exagérer, mais ce que je veux dire c'est que à l'époque, en fait, le concept d'avoir des cercles d'investisseurs, ça a surtout pété après le Covid. Et avant le Covid, moi j'avais cherché un petit peu, alors je sais même plus comment je les avais trouvés, je pense sur Facebook, des cercles d'investisseurs dans notre région. Et le problème c'est que vraiment, je pense qu'il y avait plus d'admin, personne parlait. Moi une fois j'avais publié 1 ou 2 messages, il y avait une réponse, mais franchement c'était pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les groupes d'investisseurs, souvent c'est sur Telegram, sur WhatsApp, ça peut être éventuellement sur Instagram, et du coup vous avez vraiment, il y a je sais pas, des centaines de messages tous les jours. Alors bon, des fois il y a pas forcément le temps de tous les lire, mais en tout cas vous avez besoin d'artisans, vous avez besoin de rencontrer d'autres investisseurs autour de vous, de voir un peu comment les gens investissent, quel quartier ils évitent. Enfin voilà, vous avez envie d'apprendre et d'avoir de l'expérience en réel autour de chez vous. Les cercles d'investisseurs, vraiment pour ça c'est excellent. Surtout que ça va vous amener un autre point hyper important que vous aurez justement pas du tout dans les livres, c'est des conseils situationnels. C'est-à-dire que dans les livres, Robert Kiyosaki, quand il vous parle d'investissement immobilier, il est dans les années 90 aux États-Unis. Sa problématique, c'est trouver des bonnes affaires et avoir du financement. Ce qui, franchement, entre nous en France aujourd'hui, trouver des bonnes affaires, c'est
surtout en ce moment, assez facile. Se faire financer, tant que vous remplissez les cases de la banque, c'est pas très compliqué non plus. En revanche, vos problèmes en France, ils vont être autres. Ça va être de la réglementation, ça va être de la gestion des locataires, alors que Robert Kiyosaki vous en parle jamais, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de problème de réglementation, et quand un locataire paye pas, en moins de 2 mois, c'est réglé, quoi. Alors qu'en France, là, pour le coup, c'est vos vrais ennuis qui commencent, et c'est pour ça que vos difficultés seront pas les mêmes quand vous passerez à l'action que dans les livres que vous aurez lus. Et justement, avoir du coup des retours d'expérience de d'autres investisseurs autour de vous, ça je trouve que c'est génial, parce que des fois vous allez vous retrouver bloqué, et un bon conseil, quelqu'un à qui demander un contact, ça peut vraiment tout changer. Ouais, je suis vraiment plutôt d'accord. D'ailleurs, nous, moi, j'en fais pas tant que ça des cercles investisseurs, mais c'est vrai que quand on y va, alors, on évite de crier sur tous les toits qu'on a beaucoup de l'eau, mais en fait, vu qu'on a de l'expérience, c'est vrai que j'ai l'impression que ça intéresse à chaque fois 15 milliards de personnes, et en fait, on nous pose beaucoup de questions, et les gens sont friands de ça, en fait, d'avoir du retour, d'avoir du feedback, souvent, du coup, ils nous disent, ah ouais, à notre place, vous auriez fait quoi? Et ça, c'est des questions que vous pouvez poser, en fait, à d'autres investisseurs, et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Tout à fait. Sinon, il y a tout ce qui est prendre conseil, voire payer des formations. Donc quand je vous dis prendre conseil, je parle par exemple des avocats, payer une consultation d'avocat, expert comptable, ou même acheter une formation. Ça peut avoir ses avantages. Par exemple, l'avocat, pour moi, il faut être très avancé, je pense, pour en retirer quelque chose. Oui, ou alors faut être dans une situation très particulière, ouais. Oui, ou alors aussi, il y a toujours, tu sais, la question de comment tu vas le retrouver d'un point de vue monétaire, tu vois. Ou alors ça veut dire que vraiment tu pars déjà dans l'investissement avec une aisance financière assez importante, et tu peux vraiment te permettre de tout de suite prendre, on va dire, la Rolls-Royce du conseil, l'avocat fiscaliste, ou même un autre type d'avocat sur une question très précise, ou de faire tout de suite rédiger tous tes baux par des avocats, etc. Ouais, y en a qui font ça, ouais. C'est des choses que tu peux faire, mais c'est vrai, ça va être formateur parce que ça va t'apprendre des choses, mais c'est vrai que c'est quand même un certain coût. Comme tu dis, pour moi, c'est situationnel, c'est pas quelque chose que tu recommandes forcément de suite. Par exemple, on peut donner un exemple. Nous, on a recours aux avocats cette année. Oui, mais parce qu'on a des litiges. Parce qu'on a des litiges, mais on prend conseil quand même auprès des litiges. Sachant que Julien est quand même juriste de formation, donc la plupart du temps, on s'en sort comme ça. Mais là, cette année, on a dû prendre un avocat. Combien nos factures là pour l'arrêter? Enfin, vraiment, c'est des On va être à d'euros. 5000 balles d'avocat. Voilà. Alors, on a appris beaucoup de choses parce que du coup, au niveau de la réflexion de comment notre problème se gère, je pense qu'on a appris, mais en fait, direct, on est sur des très très grosses factures, quoi. Et tout le monde ne peut pas les mettre, surtout au début, quand tu dois constituer un apport, etc. Mais bon. Si vous avez un jour un problème avec la préfecture, n'hésitez pas. Et après, il y a les formations. Ouais, les formations. Ça, je pense que ça dépend la qualité, ça dépend qui fait la formation. C'est un accélérateur. Ouais, parce qu'en fait, t'as tout qui est condensé au même endroit. Ça t'évite de chercher. Ça vous condense de l'information, ça vous évite d'en chercher. Après, est-ce que ça vaut 1500 à 2000 balles? Je sais pas. Ça dépend, encore une fois, ça dépend. Est-ce que vous les retrouverez facilement après? Parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. En fait, si vous investissez 2000 balles, mais que 6 mois après, vous les avez largement retrouvés, c'est ok. Hein. Ouais. Je pense même que tu vois, pour aller au-delà de ça, parce qu'on avait une fois parlé de nos avis sur les formations, mais ça remonte, je pense, à quasiment 1 an qu'on a dû faire un épisode dessus. Pour apporter un peu un autre œil, je pense que la formation, c'est si vous voulez vous mettre un coup de pied au derrière en mode vas-y je paye parce que comme ça m'oblige à passer à l'action, ça peut valoir le coup. Je pense que le cas qu'il faut vraiment éviter, c'est en fait vous tergiverser, vous hésitez et finalement vous prenez une formation et que finalement vous n'appliquez pas parce que vous passez pas à l'action. Je pense que ça vaut pas le coup. En fait, on en revient souvent au même, c'est que comment apprendre le mieux à investir, en fait, c'est de passer à l'action, hein, que ce soit en immobilier, en bourse, en crypto. Faut pas investir en démo. À un moment donné, faut se mouiller un peu le maillot comme on dit et faut se lancer. Mais ça, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord parce que, par exemple, même Hugues, qu'on a reçu sur le podcast, il le dit, la plupart des gens qui vendent des formations, ils ont des taux de conversion qui sont très faibles sur, par exemple, leur chiffre d'affaires, donc le nombre de formations vendues. Au final, le nombre de personnes qui ont payé une formation et qui la font, c'est très bas.
En fait, la plupart des gens ne la font pas, même s'ils l'ont payé, je sais pas, 900, 1000. Après, c'est tous les produits digitaux qui fonctionnent un peu de cette manière-là. Les gens achètent parce que c'est facile à acheter, parce que t'as un peu le truc de l'achat compulsif en mode je le reçois tout de suite, mais c'est pas pour ça que tu passeras forcément l'action. Ouais, c'est vrai. Sinon, se faire accompagner. C'est ce que nous on fait du coup, enfin c'est ce qu'on propose surtout. Et en fait, ce qui est bien du coup, c'est que c'est très personnalisé. Là encore, pardon, ça dépend qui vous fait l'accompagnement. Est-ce que le mec il a beaucoup d'IMO? Est-ce que il est spécialisé dans quelque chose? Est-ce que tu vois? Ouais, c'est vrai que ça dépend de son expérience parce que si jamais vous êtes accompagné par quelqu'un qui peut-être n'investit pas depuis longtemps, n'a pas fait beaucoup d'opérations, ça peut vite vous limiter en termes de retour d'expérience parce que c'est, je sais pas, c'est comme si tu veux devenir prof de boxe et en fait ton expérience en boxe c'est 6 mois quoi. Ouais, voilà. Entre guillemets, si t'as 6 mois de boxe, tu peux peut-être apprendre des choses à quelqu'un qui commence tout juste la boxe, mais cette personne peut vite te rattraper et au final ça devient plus compliqué. Après aussi des fois avoir un coaching, c'est aussi avoir une vision, c'est avoir une épaule, c'est avoir quelqu'un qui te motive. Tu vois, il y a plus que uniquement de la connaissance et du retour d'expérience. Tu peux avoir aussi ces autres choses-là qui vont avec dans le fait de se faire accompagner. D'ailleurs, pour les coachés qui nous écoutent, ils le savent, mais ils ont des devoirs à faire toutes les semaines. Et tonton Julien, il paye au grain à chaque call. Ah c'est sûr que pour ceux en tout cas qu'on accompagne en coaching one to one, c'est en fait le but c'est que ça avance. Aussi motivé que vous là, on est là, allez. Exactement. Non, là en plus je suis un tout petit peu fatigué parce qu'on est en dimanche soir, j'ai fait des travaux pendant 10 heures et en plus je me remets de ma grippe, mais non, sinon c'est vrai que ceux qu'on accompagne forcément, il y a un aspect motivation et il y a surtout un aspect suivi qui est super important comme tu dis et qui est le fait d'accompagner la personne pour qu'en fait étape par étape elle puisse aller à l'étape d'après et avancer tout en se sentant suivi et de pas avoir un peu ce problème, c'est que quand on se lance on sait pas par quoi commencer. Tu vois, je revois, on peut faire le parallèle avec le chantier qu'on a fait cette semaine où quand on arrive on est là en mode putain il y a plein de choses à faire, je commence par quoi, tu vois. Et en fait il faut hiérarchiser. Et il faut essayer de mettre un ordre. En mode, je commence par ça. Comme ça, au moins, ce mur-là, pendant qu'il sèche, je vais faire ça sur le mur d'en face. Et puis comme ça, quand le premier mur est sec, hop, je peux refaire ça sur le deuxième, tu vois. Et enchaîner comme ça, et qu'en fait, tu sois pas en train de te dire, en fait, si j'avais su, j'aurais commencé par ça. C'est ça. Et aussi, je pense qu'il y a un truc un petit peu, c'est que le but, c'est d'être autonome. Et nous, d'ailleurs, on le voit, ceux qui ont déjà signé un voire deux biens, c'est deux fois plus ils sont 2 fois plus à l'aise. Et en fait, on sait que une fois que le premier ou le deuxième bien est acquis, ça sera bon vent et ça se passera bien pour eux parce que ils ont déjà vu un petit peu comment ça se passait, au-delà des petits soucis qu'il peut y avoir et qu'on peut pas prévoir. D'une manière générale, ils savent la marche à suivre et tous les garde-fous qu'il faut avoir sur chaque opération. Complètement. Il reste un dernier sujet, ouais, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire des études? Ça, parce que ça, c'est un truc qu'on nous sort beaucoup. C'est que pour nous, c'est facile. La vérité, c'est on savait pas beaucoup plus que vous avant. Alors, on a des cartes, c'est le bagage juridique de Julien et moi la compta, mais moi je sais juste calculer un impôt et Julien, ok, il sait faire des montages fiscaux. Elle me fait économiser des frais de comptabilité chaque année. Des honoraires comptables, mais sinon, en fait, pas plus d'idées que vous, quoi. Notre seule carte, c'est juste de maîtriser la fiscalité et la comptabilité. Oui. Après, pour le reste, ça aide pas plus, quoi. Enfin... pour moi, c'est absolument pas quelque chose sur lequel... En fait, si tu veux investir, faut surtout pas se dire je vais faire des études, ça va m'aider à investir. Ça va être long, sinon, je pense. De un, ça va être très long, et de deux, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'études qui préparent à investir. En fait, nous, les études qu'on a faites, c'est vrai qu'elles nous servent, mais... Comme on l'a toujours dit, c'est des cartes. C'est-à-dire qu'en réalité, si j'avais voulu investir, j'aurais peut-être mieux fait de faire un CAP plomberie ou élec, et je pense que ça m'aurait fait gagner plus d'argent et plus de temps. Clairement. Alors, ça m'aurait peut-être pas fait gagner de la vision. Non, mais... Et j'aurais mis plus de temps pour avoir la logique de la fiscalité, des règles de droit, etc. J'aurais mis plus de temps pour l'avoir, mais par contre, à l'instant T, quand j'aurais démarré, ça aurait été plus facile. Surtout, je pense que ça dépend vachement des personnes. Mais nous, on a un pote qui est en train d'acheter son premier bien, et c'est quelqu'un qui est pas du tout dans la fiscalité, etc. Enfin, pour vous dire, il est coach sportif, donc rien à voir. Mais en fait, il a des sociétés, et en fait, à force d'expliquer un
un petit peu comment ça fonctionne. Pourtant, nous, on passe pas du temps à lui expliquer. En fait, il pipe vachement le fonctionnement. Alors, pas dans le détail, mais déjà, il saisit pas mal de choses en fisca, en compta, et je trouve que c'est ultra impressionnant pour quelqu'un qui est pas du tout du métier. Bah, en Comme fait, quoi, ça peut s'acquérir. Enfin, je veux dire, ce qu'on sait nous, les autres peuvent le savoir aussi d'une autre manière, tu vois. en fait, il y a beaucoup de logique. Donc, à partir du moment où t'es bien fait intellectuellement, où t'arrives à réfléchir, je pense que t'as pas forcément besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre la fiscalité, tu vois. Alors c'est sûr que tu ne deviendras pas avocat fiscaliste, tu vas pas faire tout seul tes montages avec des holdings à Andorre et compagnie, tu vois, ça c'est sûr. Mais je veux dire comprendre les logiques d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, sur une société, de déduire ses frais, de savoir quand est-ce que tu dépenses une dépense en perso dans la société, comment t'amortis exactement. Déjà, vous avez compris le 90% du truc. Hein. Exact. Et ça, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir fait 5 ans d'études pour le comprendre. C'est sûr que si t'as fait des études dans ce domaine-là, forcément, ça te paraîtra super facile, mais c'est pas un prérequis, quoi. Ça, c'est sûr. Après, comme aussi, je viens de parler de UCAP, plomberie, électricité, vous pouvez apprendre sur le tas, il n'y a pas besoin non plus, si c'est pour faire de la rénovation. Si vous voulez vraiment vous chauffer, vous pouvez apprendre ce que vous avez besoin en électricité, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des études dedans non plus. Mais ça aide, c'est toujours pareil, c'est pour aller plus vite. Chacun ses cartes, en fait. Après, on le dit à chaque fois, c'est chacun ses cartes et on essaye de faire en sorte, avec ses cartes, d'en tirer des avantages. Et surtout, ne faites pas des études pour essayer d'investir ou quoi que ce soit. Faites surtout des études qui vous donneront un métier qui vous permettra ensuite d'investir. C'est ça, n'importe plutôt. Si c'est fleuriste ou autre chose, je sais pas. Moi. Voilà, mais surtout que, comme on en dit... Et dit... qu'il soit tenable. Surtout. En fait, il n'y a pas de cursus pour investir. Non. Ah non, par exemple, rien que gérer des locataires, moi je suis désolée, mais c'est la gestion humaine. Et ça, il y a personne qui vous prépare. Ouais, c'est sûr. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à vous. Je suis là, il en peut plus. Ouais, là je suis, je sais pas si... me regarde en mode, oui. Je sais pas si j'ai la fièvre qui revient là, mais je commence à être out. Mais bon, on est content en tout cas de vous avoir enregistré cet épisode ce soir, comme ça vous l'aurez demain matin. Voilà. Encore désolé si j'ai peut-être pas été au top sur cet épisode, mais j'aurais tout donné. Mais visiblement, année 2025, moi, zéro. Non, on plaisante, en vrai, ça va. Ça va. On vous souhaite une très bonne semaine, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut, ciao.